Le garçon qui partagea son dernier pain et gagna une fortune du ciel laissa tout le monde en larmes lorsqu'il révéla sa véritable motivation. Des secrets ancestraux furent découverts dans la campagne profonde et des vies transformées par le pouvoir d'un simple geste. Un incroyable voyage de foi, de générosité et de récompense divine qui va émouvoir chaque fibre de votre être. Préparez votre cœur, car cette histoire va changer votre perspective à jamais. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter de quelle région vous nous regardez. Le soleil frappait sans pitié le petit village de Saint-Benoît-des-Champs ce matin-là. Le ciel, d'un bleu presque douloureux pour les yeux, ne montrait pas un seul nuage qui pourrait apporter un soulagement à cette terre craquelée par la sécheresse. Les maisons en pisé, peintes à la chaux blanche déjà défraîchies par le temps, semblaient respirer le même air suffocant que leurs habitants. Dans les Dice, l'une de ces maisons simples, à la périphérie du village, Jacques se réveilla avec le chant du coq. À 15 ans, il portait sur ses épaules maigres le poids de responsabilité que beaucoup d'hommes faits ne connaissaient pas. Son visage encore jeune montrait déjà des lignes de préoccupation lorsque ses yeux s'ouvrirent sur un nouveau jour de lutte. La première pensée de Jacques fut pour son grand-père, Monsieur Manuel, qui dormait dans la chambre à côté. Depuis 3 jours, la fièvre ne baissait pas, et la toux sèche qui déchirait la poitrine du vieil homme semblait empirer à chaque lever du jour. Jacques se leva de la natte où il dormait et se dirigea en silence vers la chambre de son grand-père. « Grand-père, êtes-vous réveillé ?» demanda-t-il d'une voix douce, craignant de perturber le rare moment de repos du vieillard. « Oui, mon garçon, cette toux ne laisse pas un vieux dormir, » répondit Monsieur Manuel d'une voix faible, tentant d'esquisser un sourire qui se perdit dans une nouvelle crise de toux. Jacques s'assit sur le bord du lit simple et posa sa main sur le front de son grand-père. La chaleur qu'il sentit lui serra encore plus le cœur. Ils avaient besoin de médicaments et urgemment. Mais comment les obtenir? La retraite de Monsieur Manuel n'arriverait que la semaine prochaine et les petits boulots que Jacques faisait à tailler des jardins ne se présentaient plus depuis des jours. « Je vais chercher des médicaments pour vous aujourd'hui même », affirma-t-il avec détermination, cachant sa propre incertitude sur la manière de réaliser une telle promesse. Monsieur Manuel prit la main de son petit-fils entre les siennes, calleuse après des décennies de travail dans les champs. « Ne t'inquiète pas, mon garçon, Dieu n'abandonne jamais les justes. » Après avoir préparé une tisane pour son grand-père, Jacques se rendit au petit garde-manger. La vision était désolante. Quelques oignons flétris, une demi-bouteille d'huile et un unique pain dur, gardé de la veille. Il prit le pain et le plaça sous son bras. Peut-être pourrait-il l'échanger contre des médicaments à la pharmacie de Monsieur Séverin, ou peut-être le vendre pour acheter quelque chose de moins cher. Avant de sortir, il regarda une dernière fois son grand-père qui s'était rendormi. Monsieur Manuel était tout ce que Jacques avait au monde. Depuis que ses parents étaient morts dans un accident sur la route qui menait à la capitale, quand il avait seulement 7 ans, c'était son grand-père qui l'avait élevé, lui apprenant la terre, les plantes, et surtout l'honneur et la dignité, même dans les moments les plus difficiles. « Je reviens vite, grand-père », murmura-t-il, ajustant la couverture usée sur le corps fragile du vieillard. Le chemin jusqu'à la place du village de Saint-Benoît-des-Champs était court, mais ce haut matin-là, il semblait interminable. Le soleil au zénith frappait impitoyablement, et Jacques sentait la sueur couler sur son dos, mouillant sa chemise de coton déjà défraîchie à force d'utilisation. Dans les rues de terre battue, peu de gens s'aventuraient sous la chaleur. De 7 heures, la plupart attendèrent le soir pour sortir de chez eux. La place de l'église était presque déserte, à l'exception de quelques hommes qui discutaient à l'ombre du seul arbre touffu, un vieux platane qui semblait défier la sécheresse avec ses feuilles toujours vertes. C'est alors que Jacques aperçut quelque chose d'inhabituel, une silhouette recroquevillée sur l'un des bancs, les plus exposés au soleil. S'approchant, il réalisa que c'était une dame âgée, vêtue de vêtements simples et usés. Sa peau ridée et tachée par le soleil montrait qu'elle avait affronté de nombreuses sécheresses pendant sa vie. Elle semblait défaillir, respirant difficilement sous la chaleur accablante. « Madame, ça va ?» demanda Jacques, touchant légèrement l'épaule de la femme. La vieille dame leva les yeux, révélant un iris presque transparent tellement il était clair. « De l'eau, mon enfant. J'ai besoin d'eau », murmura-t-elle d'une voix faible. Jacques regarda autour de lui. La seule source d'eau proche était la fontaine de la place,
mais elle était à sec depuis des semaines à cause du rationnement. Sans réfléchir à deux fois, il courut jusqu'à la petite épicerie de Monsieur Benoît, au coin de la place. « Monsieur Benoît, il y a une dame qui ne se sent pas bien là-bas. Pourriez-vous me donner un peu d'eau pour elle ?» L'épicier, un homme corpulent à la moustache fournie, regarda avec méfiance. « L'eau est comptée, mon garçon. Je ne peux pas en donner comme ça. S'il vous plaît, Monsieur Benoît. Elle est presque en train de s'évanouir de soif. » À contre-cœur, l'homme remplit un verre d'eau. Seulement cette fois, entendu ? Jacques remercia et retourna en courant vers la dame, qui but l'eau à petites gorgées, comme si chacune était trop précieuse pour être gaspillée. « Merci, mon enfant, » dit-elle, reprenant un peu de couleur. « Ça fait 2 jours que je marche, et ma nourriture est finie depuis hier. » Le cœur de Jacques se serra. Il connaissait bien la sensation de faim, ce vide qui ronge de l'intérieur et vole les forces. Sans hésiter, il sortit le pain de sous son bras et l'offrit à la femme. « Tenez, madame, ce n'est pas grand-chose, mais ça va vous aider à reprendre des forces. » Les yeux de la vieille dame s'écarquillèrent. « Mais, et toi, mon garçon, tu n'auras pas faim ?» Jacques sentit son propre estomac protester, mais sourit. « Je mangerai plus tard. Vous en avez plus besoin que moi maintenant. » La femme prit le pain avec des mains tremblantes et le partagea en 2. « Alors partageons. Ni toi ni moi n'avons besoin d'avoir faim aujourd'hui. » Ce simple geste toucha Jacques profondément. Là, sous le soleil impitoyable, 2 âmes affamées partageaient le peu qu'elles avaient. Pendant qu'ils mangeaient en silence, la dame observait le jeune homme avec attention. Il y avait quelque chose chez ce garçon maigre, aux cheveux noirs et à la peau bronzée par le soleil de la campagne, qui l'intriguait. Une dignité rare chez quelqu'un d'aussi jeune. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?» demanda-t-elle après avoir terminé son morceau de pain. « Jacques, madame, et vous ? Tu peux m'appeler Madame Aurore. Je cherche la ferme de l'Espérance. Tu connais ?» Jacques écarquilla les yeux. La ferme de l'Espérance était la plus grande propriété de la région, une terre mythique pour les habitants du village. On disait que, alors que toute la campagne souffrait de la sécheresse, là-bas les plantations restaient vertes et les animaux gras. « C'est à 3 lieues d'ici, madame. Vous n'allez pas pouvoir y arriver aujourd'hui à pied, encore moins sous ce soleil. » La dame soupira. « Je dois essayer, j'ai des affaires urgentes là-bas. » C'est alors qu'une idée surgit dans l'esprit de Jacques. Peut-être pourrait-il accompagner la dame jusqu'à la ferme. On disait que la propriétaire des lieux, une certaine Madame Eulalie, était rigoureuse mais juste. Qui sait, il pourrait peut-être obtenir du travail là-bas, ou au moins un paiement pour le service de guider la vieille dame. Si vous voulez, je peux vous y emmener. Je connais bien les raccourcis. Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Madame Aurore. « Et ton grand-père, il ne va pas s'inquiéter de ton absence. » Jacques frissonna. Comment savait-elle pour son grand-père? Avant qu'il ne puisse demander, la dame continua. « Je t'ai entendu parler avec l'épicier. Tu as mentionné que tu avais besoin d'acheter des médicaments pour ton grand-père. » Le jeune homme baissa les yeux. « C'est vrai, mon grand-père est malade. Je suis venu en ville pour essayer d'avoir des médicaments pour lui, mais ça, voix faiblit en se souvenant qu'il avait donné son seul bien de valeur, le pain, à l'inconnu. » La dame le fixa intensément, comme si elle pouvait voir au-delà de ses paroles. « Je vais te faire une proposition, Jacques. Emmène-moi à la ferme de l'Espérance, et je garantirai que ton grand-père reçoive les meilleurs soins. C'est ma parole. » Il y avait quelque chose dans la voix de cette femme qui inspirait confiance. Malgré tout, Jacques hésita. Il ne pouvait pas simplement abandonner Monsieur Manuel, malade et seul. « Je peux envoyer quelqu'un chercher ton grand-père dès que nous arriverons, » ajouta la dame, comme si elle lisait ses pensées. « À la ferme, il y a de la place à revendre. Et nous avons un guérisseur qui connaît les secrets des plantes mieux que n'importe quel médecin de la capitale. » La promesse de traitement pour son grand-père était trop tentante pour être ignorée, et quelque chose au fond de son cœur lui disait qu'il pouvait faire confiance à cette étrange dame. « D'accord, Madame Aurore, je vais vous emmener à la ferme de l'Espérance, » décida-t-il finalement. Après être passé rapidement à la maison pour expliquer la situation à son grand-père et prendre ses quelques affaires, un change de vêtements et le vieux couteau qu'il avait hérité de son père, Jacques suivit la vieille dame par les chemins de terre qui sillonnaient de la campagne. Le soleil était déjà au zénith lorsqu'ils laissèrent derrière eux les dernières maisons de Saint-Benoît. Le voyage serait difficile. 3 lieues sous cette chaleur n'était pas une tâche pour les faibles.
Jacques offrit son bras comme soutien à la dame, qui l'accepta avec un sourire reconnaissant. À mesure qu'ils avancèrent dans la campagne, le paysage autour d'eux se transformait subtilement. Les arbres tordus et la végétation desséchée laissaient place, peu à peu, à des arbustes plus verts et à un sol moins aride. C'était comme s'ils traversaient une frontière invisible entre deux mondes. C'est vrai ce qu'on dit? Qu'à la ferme de l'Espérance, il ne manque jamais d'eau, même pendant les plus grandes sécheresses, demanda Jacques, rompant le silence qui s'était installé entre eux. Madame Aurore sourit énigmatiquement. Il y a beaucoup d'histoires sur la ferme, mon garçon. Certaines sont vraies, d'autres moins. Mais je peux te garantir que c'est un endroit spécial, béni de bien des façons. Pendant la marche, Jacques remarqua que, malgré son âge avancé, Madame Aurore possédait une résistance surprenante. Elle demandait rarement à se reposer, et ses yeux clairs semblaient enregistrer chaque détail du chemin avec un intérêt sincère. « Votre grand-père est un bon homme », commenta-t-elle soudainement, après des heures de marche silencieuse. Jacques la regarda, surpris. « Vous le connaissez ?»« Pas personnellement, mais je connais sa réputation. On dit que Manuel des Douleurs partage ses connaissances sur les plantes avec ceux qui en ont besoin, sans jamais faire payer ceux qui ne peuvent pas payer. » Le jeune homme sourit, fier. « C'est vrai. Mon grand-père dit toujours que la connaissance gardée est comme de l'eau stagnante. Elle pourrit. Il m'a appris tout ce que je sais sur les plantes de la campagne. Comment reconnaître celles qui guérissent et celles qui tuent. Et tu as bien appris tes leçons ?» interrogea Madame Aurore avec un regard pénétrant. « Je crois que oui, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. » Le soleil commençait déjà à s'incliner vers l'horizon lorsqu'ils aperçurent enfin les limites de la ferme de l'Espérance. Une clôture de bois bien entretenue marquait la propriété, et au-delà on voyait un véritable oasis. Des arbres touffus, des plantations verdoyantes et, au loin, ce qui semblait être une grande maison de ferme. « Nous sommes arrivés », annonça Madame Aurore, avec une note de satisfaction dans la voix. En s'approchant du portail principal, ils furent accueillis par un homme grand et fort, à la peau tannée par le soleil et aux yeux méfiants. « Bonjour », salua-t-il sèchement. « Que désirez-vous » Avant que Jacques ne puisse répondre, Madame Aurore fit un pas en avant. Quelque chose dans sa posture changea subtilement. Elle irradiait maintenant une autorité qu'elle n'avait pas montrée pendant tout le voyage. « Bonjour, Jérôme. Ouvrez le portail, s'il vous plaît. » L'homme écarquilla les yeux, la reconnaissant enfin. « Madame Eulalie, c'est bien vous ?» Jacques sentit le sol se dérober sous ses pieds. Madame Eulalie, cette vieille dame âgée et apparemment fragile qu'il avait trouvée presque évanouie sur la place, était en réalité la puissante propriétaire de la ferme de l'Espérance. « Oui, c'est bien moi », confirma-t-elle avec un sourire serein. « Et ce jeune homme est Jacques. Il m'a aidé quand j'en avais besoin et maintenant il est notre invité. » Jérôme ouvrit le portail immédiatement, faisant une petite révérence. « Pardon, patronne, je ne vous avais pas reconnu avec ces vêtements. C'était l'intention, mon cher. Parfois, il faut se dépouiller de ses privilèges pour connaître le véritable caractère des gens. » Tandis qu'il pénétrait dans la propriété, Jacques restait silencieux, étourdi par la révélation. Tout ce temps, il avait été aux côtés de la femme la plus puissante de la région, et il n'en avait aucune idée. La ferme était encore plus impressionnante de l'intérieur. Des canaux d'irrigation traversaient les champs cultivés, et des travailleurs se déplaçaient méthodiquement entre les plantations. Au loin, un troupeau de chèvres paissait tranquillement, indifférent à la sécheresse qui frappait le reste de la région. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez vraiment ?» demanda Jacques finalement, alors qu'il s'approchait déjà de la grande maison. Madame Eulalie le fixa de ses yeux clairs et pénétrants. « Et cela aurait fait une différence, mon jeune homme ? Aurais-tu partagé ton dernier pain avec moi si tu avais su que j'étais la propriétaire de cet endroit ?» La question prit Jacques au dépourvu. « Bien sûr que oui, peu importe qui vous êtes. Quelqu'un qui a faim a besoin de manger. » Un sourire sincère illumina le visage, ridé de la dame. « C'est exactement pour ça que tu es ici maintenant. Pendant toutes ces années, je suis sorti des dizaines de fois déguisé, demandant de l'aide dans les villages et les villes alentours. Sais-tu combien de personnes ont partagé leur nourriture avec moi, même en ayant peu pour elles? Je peux les compter sur les doigts d'une main. » Ils arrivèrent enfin à la maison principale, une construction imposante de 2 étages, avec une large véranda aérée faisant le tour de tout le rez-de-chaussée.
Des serviteurs apparurent promptement pour recevoir la patronne, tous surpris par son retour inattendu et son apparence simple. Auguste appela Madame Eulalie, l'un des employés, fait préparer la meilleure chambre d'hôte pour Jacques et envoie immédiatement une charrette à Saint-Benoît-des-Champs pour chercher Monsieur Manuel des Douleurs. Il est malade et aura besoin des soins de Madame Zéphirine. L'homme acquiesça promptement et partit exécuter les ordres. « Viens, Jacques !» invita la dame, montant les marches qui menaient à l'entrée de la maison. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire, mais d'abord, allons manger quelque chose. Je parie que tu as faim après m'avoir donné ton unique pain. » Péchor. Heures suivantes passèrent comme un rêve pour Jacques. Il fut conduit dans une chambre plus grande que sa maison entière, avec un lit moelleux couvert de draps propres et parfumés. Un bain chaud l'attendait dans une baignoire en porcelaine, un luxe qu'il n'avait jamais connu, et des vêtements propres avaient été prévus, parfaitement à sa taille. Quand il descendit enfin pour dîner, il trouva une table copieuse qui semblait défier la réalité de la sécheresse à l'extérieur. Viande, légumes, fruits, une abondance qui fit gargouiller son estomac d'impatience. Madame Eulalie, maintenant vêtue de vêtements fins qui reflétèrent sa position, occupait le bout de table. « Assieds-toi, mon jeune homme, mange à ta faim. » Pendant le dîner, la dame expliqua qu'elle faisait régulièrement ses expéditions déguisées afin de connaître le véritable caractère des gens qui l'entouraient. « La richesse est comme un voile, Jacques. Quand les gens me regardent, ils voient d'abord mon argent, ma position, mon pouvoir. Il est difficile de savoir qui est sincère et qui cherche seulement des avantages. » Au milieu du repas, un serviteur entra pour informer que la charrette était partie chercher Monsieur Manuel et devrait revenir le lendemain matin. « Excellent, » répondit Madame Eulalie. « Maintenant, Jacques, j'ai une proposition à te faire. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider ici à la ferme. Quelqu'un avec un caractère ferme et un cœur généreux. Qu'en dis-tu de travailler pour moi? Je t'offrirai un bon salaire, en plus du logement pour toi et ton grand-père pendant qu'il se remet. » La proposition était aussi inattendue que tentante. Un travail stable, avec un salaire régulier, était plus que ce que Jacques n'avait jamais rêvé d'obtenir. À Saint-Benoît, j'accepte, Madame Eulalie, et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Un sourire satisfait apparut sur les lèvres de la dame. J'en suis sûr, mon jeune homme, j'en suis sûr. Ainsi commença la nouvelle vie de Jacques à la ferme, de l'Espérance. Son grand-père arriva le lendemain matin, trop faible pour descendre seul de la charrette. Il fut immédiatement conduit dans une chambre confortable, où Madame Zéphirine, une femme noire d'âge mûr qui servait de guérisseuse à la ferme, le soigna avec des herbes et des potions qui firent rapidement effet. En quelques jours, la fièvre avait cédé, et en 2 semaines, Monsieur Manuel pouvait déjà s'asseoir sur la véranda pour admirer le coucher du soleil. Jacques, quant à lui, se lança au travail avec la même détermination qu'il avait toujours montrée dans tout ce qu'il faisait. Il commença à aider dans les champs, où il apprit des techniques d'irrigation qui permettaient de cultiver même avec peu d'eau. Son intelligence naturelle et sa disposition à apprendre attirèrent rapidement l'attention des autres travailleurs, qui se mirent à le respecter malgré sa jeunesse. Les semaines se transformèrent en mois, et Jacques apprit à mieux connaître le fonctionnement de la ferme et ses habitants. Il y avait Jérôme, le contremaître, un homme de peu de mots qui semblait porter un poids invisible sur ses épaules. Madame Zéphirine, la guérisseuse, dont les yeux noirs semblaient voir au-delà du présent, et divers autres travailleurs, chacun avec son histoire et ses secrets. Mais personne n'intriguait plus Jacques que Madame Eulalie elle-même. La dame, malgré son âge avancé, administrait sa propriété d'une main ferme et avec une vision aiguë. Cependant, il y avait quelque chose d'énigmatique dans son comportement. Fréquemment, Jacques la surprenait en train de l'observer de loin, comme si elle l'évaluait constamment. Et il y avait le mystère du grenier, une pièce au 2e étage de la grande maison qui restait toujours fermée à clé. Personne n'avait la permission d'y entrer, même pour le nettoyage. Lorsqu'on l'interrogeait, Madame Zéphirine murmurait seulement « Il y a des choses qui doivent rester cachées, mon garçon. Pas seulement des objets, mais aussi des souvenirs. » Un certain matin, après 2 mois à la ferme, Jacques reçut une tâche spéciale de Madame Eulalie, récupérer un ancien jardin abandonné à l'arrière de la propriété. Cet endroit fut autrefois le cœur de la ferme, expliqua-t-elle, les yeux distants.
comme si elle voyait une époque qui n'existait plus. Mon défunt mari le cultivait avec tant d'amour, mais après son départ, je n'ai pas eu la force de l'entretenir. Maintenant, je sens qu'il est temps de le voir refleurir. Le jardin était à peine plus qu'un terrain abandonné, envahi par les mauvaises herbes et entouré d'un muret de pierre. Au centre, il y avait une petite fontaine sèche, couverte de mousse. Jacques se sentit découragé face à la tâche, mais se souvint des enseignements de son grand-père. Il n'y a pas de mauvaise terre, seulement des mains qui ne savent pas en prendre soin. Pendant des semaines, il se consacra à la récupération de l'espace. Il retira les mauvaises herbes, retourna le sol, reconstruisit les parterres. Monsieur Manuel, déjà rétabli, se joignit à lui quelquefois, partageant ses connaissances sur les plantes ornementales qui pourraient résister au climat sec. Un jour, alors qu'il creusait pour planter des rosiers, la bêche de Jacques heurta quelque chose de métallique. En écartant la terre avec ses mains, il découvrit une petite boîte en fer, presque complètement corrodée par l'humidité. À l'intérieur, il ne trouva qu'une vieille clé en bronze, avec des dessins complexes sur le manche. « Quel trésor as-tu trouvé là, mon garçon ?» demanda Madame Zéphirine, qui passait par là en cueillant des herbes. Jacques montra la clé, intrigué. « Je ne sais pas ce qu'elle ouvre. Elle a l'air ancienne. » La femme examina l'objet avec intérêt, ses yeux noirs brillant de curiosité. « Il y a beaucoup de portes dans cette ferme, et toutes ne sont pas visibles aux yeux communs. Vous pensez que je devrais la donner à Madame Eulalie ?» Madame Zéphirine réfléchit un instant. « Certaines découvertes arrivent au bon moment, pour la bonne personne. Garde-la avec toi pour l'instant. Quand le moment sera venu, tu sauras quoi en faire. » Suivant le conseil de la guérisseuse, Jacques garda la clé dans un petit sac de cuir qu'il portait toujours contre sa poitrine. Curieusement, à partir de ce jour, la santé de son grand-père s'améliora considérablement, comme si la découverte avait apporté une nouvelle énergie à tous les deux. Les semaines suivantes furent de durs labeurs dans le jardin. Jacques planta les pousses que M. Manuel avait recommandées, installa un système d'irrigation utilisant l'eau d'un petit ruisseau qui traversait la propriété et restaura la fontaine centrale. C'était comme si chaque parcelle de terre qu'il récupérait représentait aussi sa propre transformation. La veille de la Saint-Jean, 4 mois après son arrivée à la ferme, Jacques eut une surprise au réveil. Le jardin, qui jusqu'alors ne montrait que de petites pousses vertes, s'était réveillé couvert de boutons floraux, prêts à éclore. « C'est un miracle !» s'exclama Madame Zéphirine en voyant le spectacle. Des fleurs la veille de la Saint-Jean sont signe de bénédiction spéciale. La nouvelle se répandit rapidement dans la ferme. Tous les travailleurs vinrent admirer le phénomène, murmurant des prières et faisant le signe de croix. Même Jérôme, toujours si sérieux, sembla ému par la vision. Lorsque Madame Eulalie vint finalement vérifier ce qu'il s'était passé, ses yeux clairs se remplirent de larmes. Mon mari disait que ce jardin avait une âme propre, qu'il répondait à l'amour de celui qui le cultivait. Je vois qu'il avait raison. Ce soir-là, une grande fête fut organisée pour célébrer non seulement la Saint-Jean, mais aussi le miracle du jardin, comme tous se mirent à l'appeler. Un feu de joie fut allumé au centre de la cour, et les travailleurs dansèrent au son des accordéons et des violons. De la nourriture et des boissons furent servis à profusion, et pendant quelques heures, les problèmes semblèrent lointains. Pendant les célébrations, Jacques remarqua un homme qu'il ne connaissait pas en train de l'observer attentivement, de l'autre côté du feu de joie. Il était grand, bien habillé, avec des traits qui rappelaient vaguement ceux de Madame Eulalie, bien que ses yeux n'aient pas le même éclat doux. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il à Jérôme, qui était à proximité. Le contremaître suivit son regard et son visage se durcit. « C'est Auguste, le fils de Madame Eulalie. Il vit à la capitale et apparaît rarement par ici. Il vaut mieux garder ses distances, mon garçon. » Avant que Jacques ne puisse en demander plus, M. Manuel s'approcha, animé comme il ne l'avait pas vu depuis longtemps. « Mon garçon, as-tu déjà entendu l'histoire du trésor caché de Saint-Benoît ?» Plusieurs personnes autour s'arrêtèrent pour écouter, formant un petit cercle autour du vieux conteur. Même Madame Eulalie s'approcha, un léger sourire aux lèvres. « Raconte-nous, Monsieur Manuel » demanda l'un des plus jeunes travailleurs. Le vieil homme s'éclaircit la gorge, satisfait de l'attention. On dit qu'il y a de nombreuses années, un homme très riche et au cœur généreux a caché un trésor sur ses terres. Ce n'était ni de l'or ni de l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux. Avant de mourir, il n'a laissé qu'un indice,
Le trésor ne se révélera qu'à celui qui aura un cœur aussi pur que le mien, et ne pourra être trouvé que lorsque la terre en aura le plus besoin. » Un murmure d'intérêt parcourut l'auditoire improvisé. « Et personne ne l'a jamais trouvé ?» demanda l'une des cuisinières. « Beaucoup ont essayé, » continua M. Manuel, creusant des trous dans toute la campagne. Mais le trésor reste caché, attendant la bonne personne, au bon moment. Jacques remarqua que le fils de Madame Eulalie écoutait l'histoire avec une intensité inhabituelle, ses yeux brillants de convoitise. Un frisson lui parcourut l'échine, comme un pressentiment. La fête continua tard dans la nuit, mais un sentiment d'inquiétude s'installa dans le cœur de Jacques. L'histoire du trésor, la présence mystérieuse du fils de Madame Eulalie, la clé trouvée dans le jardin, tout semblait lié d'une manière qu'il ne parvenait pas encore à comprendre. Le lendemain, une forte tempête frappa la région, un événement rare après des années de sécheresse. La pluie tombait en rideaux denses, provoquant de petites inondations dans les champs les plus bas de la ferme. Les travailleurs couraient pour sauver ce qu'ils pouvaient des plantations, tandis que des éclairs zébraient le ciel comme des poignards lumineux. Alors que la plupart voyaient l'orage comme un châtiment divin, Jacques y vit une opportunité. Réunissant un groupe de travailleurs, il organisa un système improvisé pour capter l'eau de pluie, en utilisant des gouttières, des tonneaux et des canaux stratégiquement positionnés. « Cette eau peut nous aider pendant les prochains mois de sécheresse », expliqua-t-il, trempé jusqu'aux os, mais déterminé. C'est du gaspillage de la laisser simplement s'écouler vers la rivière. Son initiative fut couronnée de succès. Lorsque la tempête s'apaisa finalement, 3 jours plus tard, la ferme avait stocké suffisamment d'eau pour traverser des semaines de sécheresse. Madame Eulalie fut tellement impressionnée par son leadership qu'elle le promut superviseur du secteur de l'irrigation. Une position de respect qui exigerait normalement des années d'expérience. « Le garçon a de la vision », commenta-t-elle à Jérôme. « Il voit des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. » Mais tout le monde ne partageait pas cette admiration. Auguste, le fils de Madame Eulalie, voyait en Jacques une menace croissante. Pendant son séjour prolongé à la ferme, chose inhabituelle, car il retournait normalement à la capitale après quelques jours, il commença à répandre des rumeurs sur le jeune homme. « Ne trouvez-vous pas étrange que ce gamin apparaisse ? De nulle part et gagne autant de confiance ?» insinuait-il aux autres travailleurs. « Qui sait ce qu'il veut vraiment ? Peut-être qu'il attend juste le bon moment pour montrer ses véritables intentions. » Les graines de la méfiance commencèrent à germer. De petits incidents se produisaient presque quotidiennement. Des outils de Jacques qui disparaissaient, des ordres qui étaient transmis incorrectement, des travaux sabotés pendant la nuit. Le climat à la ferme, autrefois harmonieux, devint tendu. Jacques percevait ce qui se passait, mais décida de ne pas affronter directement le fils de la patronne. Au lieu de cela, il continua à travailler avec encore plus de dévouement, laissant ses actions parler pour lui. Un certain jour, Jacques découvrit que les économies qu'il gardait pour acheter un cadeau à son grand-père avaient disparu. Bientôt, les rumeurs se répandirent, selon lesquelles il avait lui-même dépensé l'argent et inventé l'histoire du vol. Seule Madame Zéphirine resta à ses côtés, lui enseignant des recettes traditionnelles et l'utilisation des herbes médicinales, des connaissances qui se révéleraient cruciales plus tard. Au 9e mois de son séjour à la ferme, lors d'une nuit de pleine lune, considérée comme mystique par les habitants, Auguste tomba subitement malade avec les mêmes symptômes qui affligeaient auparavant M. Manuel. Les médecins de la capitale furent appelés, mais aucun ne parvint à identifier la cause. Ce fut Jacques qui reconnut les signes, grâce aux enseignements de son grand-père et de Madame Zéphirine. Utilisant les herbes qu'il avait appris à préparer, il sauva la vie de l'homme qui avait tant essayé de lui nuire. « Pourquoi m'as-tu aidé après tout ce que je t'ai fait ?» demanda Auguste, encore faible de sa maladie. « Parce que la vie vaut plus que n'importe quelle rancœur », répondit Jacques simplement. Cet acte de bonté transforma la relation entre eux. Auguste avoua avoir caché l'argent de Jacques et le lui rendit avec intérêt. Une amitié improbable commença à fleurir. Lorsqu'il eut passé 1 an à la ferme, Jacques fut appelé dans la chambre de Madame Eulalie, dont la santé avait commencé à décliner. « Je t'ai observé, mon garçon, » dit-elle, assise dans son lit. Chaque geste, chaque décision, chaque moment de bonté ou de difficulté, c'était un test, tu comprends ? Et tu les as tous réussis. La dame révéla,
alors que le coffre mystérieux du grenier contenait des documents importants et la clé d'un coffre-fort où elle gardait sa fortune. À la surprise de Jacques, la clé qu'il avait trouvée dans le jardin était justement celle qui ouvrait le coffre. « Je veux que tu gères ma fortune », déclara-t-elle. « J'ai plus confiance en toi qu'en quiconque. » Jacques, cependant, refusa. « Je ne peux pas accepter, Madame Eulalie. C'est votre fils qui doit assumer cette responsabilité. Alors je suggère que vous travailliez ensemble, proposa-t-il. Auguste connaît le monde des affaires, et moi je connais le cœur de cette terre et de ses habitants. » Impressionnée par sa sagesse, Madame Eulalie réunit toute la communauté lors de la fête patronale et annonça la création d'une fondation pour aider les familles touchées par la sécheresse, nommant son fils et Jacques comme responsables. Au cours du dernier mois de notre histoire, alors que la ferme était devenue un centre de soutien pour la communauté, Monsieur Manuel trouva parmi ses effets personnels une vieille carte qui semblait indiquer l'emplacement du trésor de la légende. Suivant la carte pendant un orage, Jacques et Auguste découvrirent non pas un coffre d'or, mais une source souterraine qui pourrait fournir de l'eau à toute la région pendant des années, le véritable trésor dans une terre frappée par la sécheresse. Lorsqu'il eut passé 1 an et demi à la ferme, le garçon qui avait autrefois partagé son dernier pain avec une inconnue était devenu responsable de garantir la prospérité de toute une communauté. Le vieux monsieur Manuel, observant son petit-fils de loin, souriait fièrement. « Tu vois » disait-il aux autres habitants du village. « Mon petit-fils n'a pas trouvé une fortune du ciel. Il l'a construite de ses propres mains, avec son cœur généreux et sa foi inébranlable. » Et ainsi, tandis que les eaux de la source faisaient fleurir la campagne autrefois sèche, l'histoire de Jacques se répandait comme un murmure d'espoir dans toutes les régions rurales, rappelant à tous que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage.